Bonsoir, nous sommes le mercredi 25 novembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, accompagnée des journalistes de la rédaction, mais aussi de nos invités. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. François Hollande veut aider les maires à armer leur police municipale, une décision qui fait débat. Certains élus ont en tout cas décidé de franchir le pas. Vous entendrez leurs explications. La journée internationale des droits de l'enfant célébrée ce 25 novembre à la Verrière, les associations Amnesty International et Enfants du Petit Pays, partenaires pour une explication autour de contes, de films ou encore de jeux. Et enfin, ouverture de l'exposition dédiée au Petit Prince et à son créateur à Versailles. 70 ans après sa première édition en France, plus de 400 000 exemplaires sont vendus chaque année. Nous y reviendrons avec notre invité Guillaume Palavant. Et aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous vous en parlions hier avec sa directrice Hélène Colombier. L'Étincelle, le centre départemental d'accueil de jour pour les femmes victimes de violences, organisait un événement spécial dans ses locaux situés à Montigny-le-Bretonneux pour cette journée. Au programme ciné-débat et instant bien-être et détente avec le partage d'un déjeuner. Pour un moment convivial, une dizaine de femmes victimes de violences étaient présentes. Chloé Eman, psychologue à l'Étincelle, encadrait cette journée, nous l'écoutons. La matinée, c'était plutôt soin du corps, image de soi, travail au niveau du visage, des mains. Cet après-midi, donc on va animer un débat. On va visionner la domination masculine. C'est un moment convivial, un moment de partage, qui permet de penser à autre chose pour ces victimes, parce que ce sont vraiment des victimes. C'est important de le mettre en exergue. Et on le rappelle, chaque année en France, 216 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et sachez que pour en parler, un numéro existe, c'est le 3919, Violences Femmes Information. Enfin, le vendredi 27 novembre, donc à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le centre social Albert Schweitzer de Manille-les-Hameaux vous propose d'assister à une séance de cinéma sur le thème avec la diffusion du film Les femmes du bus 678, un film de Mohamed Diad. Le rendez-vous est de 20h à 22h à l'Estaminet. L'entrée est libre et gratuite. Et aujourd'hui également, à la Verrière était célébrée la journée internationale des droits de l'enfant. L'association des enfants du Petit Pays a organisé cette journée de sensibilisation en partenariat avec Amnesty International. Toute la journée, des ateliers et animations étaient organisés pour des enfants âgés de 3 à 15 ans avec pour seul objectif leur expliquer que le respect de leurs droits doit être une réalité du quotidien. Un reportage signé William L. Tous les enfants qui travaillent, vous avez un enfant sur 3 qui fait un travail particulièrement dangereux. Droit à la santé, à l'éducation ou à la protection, ces valeurs, les enfants les connaissent et elles leur paraissent normales. Mais aujourd'hui, ils découvrent qu'elles ne le sont pas pour tous les enfants du monde. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette exposition ? Qu'il y a des enfants qui n'ont pas vraiment des droits et qui n'ont pas vraiment beaucoup de chance. Nous, on se rend compte qu'on a de la chance en France, qu'on ne fait pas tout ça. Nous, on a le droit d'aller à l'école et on ne travaille pas. Enfin, on travaille, mais on apprend des choses. Voilà, c'est pas travailler dans des chantiers. Le but de l'exposition d'aujourd'hui, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont de la chance d'aller à l'école. C'est un droit, mais qui n'est pas respecté partout. Justement parce qu'il y a plus de 300 millions d'enfants qu'on force à travailler dans le monde. Certains ont une certaine conscience de ce qui se passe ailleurs. À défaut d'être étonnés, ils comprennent, ils sont compatissants. Dans la grande salle du Scarabée à la Verrière, les enfants pouvaient découvrir une exposition, un coin bibliothèque, mais aussi un spectacle de contes en lien avec la journée des droits de l'enfant. Une journée pour sensibiliser les jeunes de manière ludique, tout en rappelant la gravité du sujet. Ils se rendent compte de beaucoup de choses, ils se rendent compte de la différence qu'il peut y avoir, parfois même sur le territoire français. Ils se rendent compte de la différence qu'il peut y avoir dans les différents pays. Et puis surtout, ils se rendent compte qu'ils ont des droits. L'objectif, c'est pas non plus à ce que ce soit lourd pour eux, c'est qu'ils comprennent dans le ludique. On s'est rendu compte que ça passe beaucoup mieux, le message est véhiculé de manière différente et puis surtout l'enfant l'intègre beaucoup mieux aussi. C'est la 3e année consécutive que l'association Enfants du Petit Pays organise cet événement. Grâce à cette journée, c'est plus d'une centaine d'enfants qui ont pu découvrir et comprendre l'importance de leurs droits.
Autre sujet à présent, les événements du 13 novembre ont probablement accéléré l'armement de la police municipale. Dans plusieurs communes des Yvelines, les policiers réclamaient des armes de poing depuis longtemps. Ils seront équipés courant 2016, exemple à Versailles et Élancourt avec William L. et Fanny Bourdillon. À Versailles, les 25 policiers municipaux sont déjà équipés de matraques, de gilets pare-balles et de bombes lacrymogènes. Depuis les attentats du 13 novembre, François Hollande a déclaré que les policiers municipaux auraient la possibilité d'être équipés d'armes à feu. Mais avant de pouvoir s'en servir, ils devront suivre une formation très encadrée. C'est une formation qui est normalement dispensée par le Centre de la fonction publique territoriale, qui est relativement onéreuse. Et l'objectif est justement que tous les agents qui n'avaient pas de formation soient complètement à même de maîtriser leurs armes, d'éviter tout accident et tout usage non autorisé. Une formation et des armes qui auront forcément un coût. Mais tous les policiers municipaux ne seront pas armés. Les maires qui le souhaitent devront en faire la demande. Nous avons demandé à l'État effectivement de nous attribuer des armes sur le stock des 4000 pistolets qui est promis par le gouvernement depuis le mois de janvier dernier. Ce sera l'État qui décidera et à défaut, il faudra que la ville achète elle-même ses propres armes, ce qui est un coût supplémentaire. Versailles adopte désormais le même dispositif que les villes de Poissy, Le Chesnay ou Le Vésinet, dont la police municipale est déjà armée depuis 25 ans. D'abord hésitant, le maire d'Élancourt a changé d'avis après le choc provoqué par les attentats de janvier dernier. Après l'attentat notamment de la fameuse policière municipale qui était complètement démunie devant des gens qui arrivent avec des kalachnikovs. Bon voilà, il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y a quand même une situation très particulière dans un certain nombre de pays, dont la France. Voilà, il faut donc quand même assurer la sécurité de nos policiers, qui eux-mêmes assurent la sécurité de nos habitants. Voilà, donc il faut être réaliste. Et d'autres communes des Yvelines restent cependant réticentes. À Trappes, par exemple, la mairie ne souhaite pas donner ce rôle aux policiers municipaux. La formation au maniement des armes ne leur semblant pas adéquate, ils préfèrent éviter cela en raison peut-être de bavures policières. Et Noël approche, c'est exactement dans un mois à présent. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, il est vraiment temps de penser à sa liste de cadeaux pour le Père Noël. Pour que tous les enfants aient des cadeaux à ouvrir le 25 au matin, Skibus lance son opération bus de Noël jusqu'au 2 décembre afin de récolter des jouets pour les enfants défavorisés. Les images sont signées Mélanie Poquet et Jérémy Quesada. Les bras chargés de cadeaux un mois avant le jour J, Valérie joue au Père Noël. Dans ses sacs de courses, il y a bien des jouets, mais elle les destine à d'autres enfants que son fils. Elle est la première généreuse à faire un don au bus de Noël. J'apporte un petit peu de tout, des peluches, des livres, des jouets pour garçons, forcément, parce que j'ai que 2 garçons. Mais voitures, on fait du tri dans les jouets des enfants. Et puis voilà, les vendre, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, donc je les donne. L'opération existe depuis 19 ans. Certains sont des habitués de cette collecte solidaire. Ça doit faire 2-3 ans maintenant, je repère le bus de Noël, donc je sais où il se trouve. Je regarde sur Internet pour repérer les dates. Et puis je viens, là c'est le premier jour, donc je suis présente. Stationné à l'espace Saint-Quentin ce mercredi et samedi 28 novembre pour recevoir des dons, le bus sillonnera également les écoles du secteur du 26 au 2 novembre, un moyen de récolter des jouets pour les enfants défavorisés de l'agglomération. Ces jouets, après, on les redistribue aux associations caritatives locales qui ensuite font des opérations pour les redistribuer aux enfants. Après, quand même, toute une période où ils sont obligés de les reconditionner, de les nettoyer. Il y a un très très gros travail des associations sur cette opération. Tous les jouets en bon état sont acceptés, seule restriction, les peluches qui demandent beaucoup de reconditionnement aux associations pour des raisons d'hygiène. Comme chaque année, le bus de Noël espère recevoir plus de 10 000 jouets pour que chaque enfant puisse aussi passer un joyeux Noël. Et la redistribution des cadeaux aux associations se fera le mercredi 2 décembre dans une salle de la commune de Guyancourt avec son conseil municipal des enfants. Et enfin, après une semaine de pause suite aux attentats de Paris du 13 novembre dernier, les agents de la communauté d'agglomération ont repris leur mouvement de grève. Ce matin, une assemblée générale avait lieu en salle du Conseil à Trappes. Ils étaient 250 à venir dénoncer une remise en cause de leur temps de travail et s'informer de la suite du mouvement. Pour le moment, les négociations n'ont pas abouti, comme nous l'explique Pascal Bory au micro de Camille Lambert.
Le pourquoi, c'est la mise en place du temps de travail à la Casquille. Le président reste bloqué sur ses 1607 heures. Nous avons fait une proposition médiane à 1565 heures. Le président n'en tient pas compte. Le mouvement ne s'essouffle pas. Nous sommes tous nombreux et nous attendons que Monsieur le Président revienne sur sa décision. Et contactée par téléphone, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas souhaité prendre la parole une nouvelle fois sur le sujet. L'intersyndicat, quant à lui, prévoit de venir au conseil d'agglomération qui aura lieu demain soir pour faire entendre sa voix. Et maintenant, nous allons parler culture, mais aussi littérature. C'est le livre français le plus connu à travers le monde. C'est Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. 70 ans après sa première édition en France, le livre reste un phénomène éditorial mondial avec 400 000 exemplaires qui se vendent chaque année. C'est le livre le plus traduit après la Bible. Jusqu'au 28 février, l'espace Richaud de Versailles présente une nouvelle exposition qui s'appelle donc Le Petit Prince à Versailles. Guillaume Palavant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le commissaire de l'exposition et également directeur de l'agence événementielle Even BD. Vous êtes en plateau avec nous pour nous en parler. Mais avant cela, dans quelques minutes, je vous propose de découvrir un peu plus sur cette exposition avec ce reportage de Sephora Namalny, Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Dessine-moi un mouton. Cette phrase a fait le tour du monde. En 70 ans, Le Petit Prince, œuvre majeure de Saint-Exupéry, s'est écoulé à plus de 145 millions d'exemplaires dans le monde et a été traduit en 270 langues. Conte philosophique écrit pendant la Seconde Guerre mondiale et publié en France en 1946. Des générations l'ont lu et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens l'ont lu à l'école et on a eu une lecture scolaire, mais déjà très intéressante. Et quand ils se replongent des années après, par exemple pour la lecture pour leurs enfants, lorsqu'ils le lisent pour leurs enfants, eux-mêmes découvrent autre chose. C'est une réflexion sur la vie, l'humanité, sur soi-même. Est-ce qu'on a un enfant, est-ce qu'on a un adulte, est-ce qu'on peut grandir, est-ce qu'on doit grandir? L'espace Richaud accueille jusqu'au 28 février une exposition consacrée au Petit Prince en partenariat avec la succession Antoine de Saint-Exupéry et le musée Air France. Toutes les facettes du Petit Prince sont déclinées ainsi que les différentes personnalités de son créateur. Un personnage qui est connu de tous, donc qui peut donner lieu pour les visiteurs à une pratique, on va dire, totalement transgénérationnelle. C'est vrai qu'on a tous été bercés par le Petit Prince. Je connais peu de personnes qui ne le connaissent pas. Et en même temps, c'est un personnage qui méritait d'être mis en lumière, qu'on en explore toutes les facettes. C'est ce qu'on se propose de faire dans l'exposition. Et puis aussi qu'on explore, c'est le cas d'ailleurs dans cette salle particulièrement, qu'on explore aussi les différents visages de son créateur. De nombreuses pièces originales issues de la collection du musée Air France et pour la plupart jamais exposées au grand public. Avions, gourmettes, carnets de vol et agenda de Saint-Exupéry, ce héros de guerre, disparu en mer au large de Marseille le 31 juillet 1944 lors d'un vol d'observation à 44 ans. Saint-Exupéry est pour les personnels d'Air France en particulier, est un mythe, est un héros et qu'il a dessiné lui-même la voie du courage, de l'abnégation pour transporter le courrier qui relie les hommes entre eux. Le Petit Prince a été l'objet de nombreuses adaptations. Ses rencontres avec le 9e art, notamment avec les célèbres dessinateurs Hugo Pratt et Johannes Farr, sont présentées dans une galerie. Et dans la crypte, le public découvre le film d'animation Le Petit Prince, réalisé par Marc Osborne. Tiens, regarde, les étoiles se sont levées. Léo, viens jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. Et si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Alors Guillaume Palavant, on l'a vu dans le sujet, il y a beaucoup de choses dans cette exposition. Alors il y a des extraits de textes, des propos explicatifs, mais aussi un focus sur l'auteur. Que va-t-on apprendre de nouveau sur ce livre, Le Petit Prince, et sur son auteur avec cette exposition? On va surtout apprendre que Saint-Exupéry, lorsqu'il a écrit Le Petit Prince, il a écrit une œuvre universelle. Et dans cette universalité, il a montré la puissance d'un conte, parce que au départ, on pensait que c'était un conte pour enfants. Gallimard avait lancé une collection jeunesse en 1946 avec ce Petit Prince, qui est donc le premier de la collection, alors que moi je considère que ce n'est pas du tout un livre pour enfants. C'est un livre qu'on peut lire à un enfant, mais je pense que ce n'est pas du tout un livre pour enfants. C'est un livre vraiment pour adultes. C'est un conte philosophique sur la vie, sur soi-même, et sur ce petit personnage qu'on ne comprend pas comment il arrive dans le désert, sur sa façon dont il évolue dans l'histoire de ce pilote, on ne connaît rien sur ce pilote, et voilà. Et donc c'est vraiment deux personnages qui se rencontrent, et en fin de compte, chacun se rencontre en rencontrant le Petit Prince.
Alors comment est né un peu ce projet? Comment vous avez pensé justement cette exposition? L'idée est venue il y a 4 ans. J'ai déjà monté 2 expositions sur la jeunesse. J'ai fait une exposition sur Pierre Joubert et une autre sur Pierre Probst, donc des grands illustrateurs jeunesse. Et est venue naturellement l'idée, forcément, de voilà, le Petit Prince est quand même un personnage emblématique. Et après, il a fallu 4 ans pour réunir la succession de Saint-Exupéry, à la fois Air France, à la fois la ville de Versailles. Il fallait trouver un écrin pour cette exposition. Et l'espace Richaud est parfaitement adapté. C'est le nouvel espace qui vient d'ouvrir, est vraiment adapté. C'est une ancienne chapelle réhabilitée et qui est vraiment extraordinaire. Et sur 1200 mètres carrés, on peut enfin mettre en avant tout le travail de Saint-Exupéry. 4 ans, c'est beaucoup pour monter une exposition telle que celle-ci, parce qu'on a l'impression que ça met quand même beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de préparation. C'est des recherches, c'est la façon dont on va travailler. Après, la mise en place, elle fait 6 mois, de 6 mois de travail. Mais le travail en amont est très important. Et puis, c'est cette réflexion qui permet d'avoir une exposition pas faite à la hâte, avec des choses dont on avait envie de mettre en avant. Et c'est pas une exposition qu'on décide du jour au lendemain. Les héritiers ont été d'accord, ils ont été emballés par le projet? Tout de suite. C'est eux les premiers que j'ai contactés en disant, voilà, j'aimerais bien monter une exposition sur le travail de votre ancêtre, de votre oncle ou pour d'autres. Et donc, on a monté cette exposition, vraiment avec la succession, sans aucun problème. Ils étaient partants tout de suite. Et même, lorsqu'on en a parlé il y a 4 ans de l'exposition, le film qui est sorti cet été n'était même pas prévu. Donc, le film s'est greffé entre-temps. Et ce film d'animation qui est sorti cet été, a permis aussi que le Petit Prince est en avant depuis maintenant 6 mois. On parle beaucoup du Petit Prince, surtout en France. Il y a des pièces exceptionnelles, un peu exclusives. Je pense notamment aux pièces de la collection du musée d'Air France, et aussi pour donner un aspect différent, parce que parfois il y a moins de focus sur justement l'auteur du Petit Prince. Ce que je voulais montrer, c'est pas simplement, je voulais évidemment montrer le Petit Prince, l'histoire, les personnages, mais je voulais aussi montrer la complexité un petit peu d'Antoine de Saint-Exupéry, et montrer c'est un homme qui faisait 2 choses dans sa vie. C'est comme un pilote et un écrivain. Et donc de ces 2 activités, on retient beaucoup plus l'écrivain, mais c'est un véritable pilote qui était dans les pionniers de l'aéropostale, qui a fait l'Amérique du Sud, qui a fait l'Afrique du Nord, qui était un homme passionné qui s'est craché 3 fois. Voilà, et jusqu'à sa mort, sa disparition, ça reste quelqu'un d'emblématique et singulier. Pourquoi le Petit Prince, 70 ans, donc après sa première édition en France, parce qu'en 2016, donc on fêtera ses 70 ans, séduit encore les plus jeunes, mais aussi les parents, les plus âgés? Je pense que dans le Petit Prince, il n'y a aucun message politique. Déjà, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de notion de politique qui veut prouver quelque chose à quelqu'un, il n'y a pas ça du tout. C'est au contraire une réflexion sur soi-même. Et donc, cette approche, elle est importante, et elle montre qu'un conte n'est pas forcément avec des sorciers, avec toujours des méchants, avec toujours cette philosophie du conte où il y a toujours des règles à respecter. Là, Antoine de Saint-Exupéry respecte aucune règle. Il fait à sa façon. Donc le seul personnage qui est un peu méchant, c'est le serpent. Mais le serpent, c'est aussi la vie, qui est un petit peu aussi la vie avec la fatalité. Et on rencontre des personnages extraordinaires comme le renard, la rose, l'amour. Tout est dedans. On peut dire qu'il y a un peu un héritage lié à ce livre, notamment avec le film de Johann Spar ou encore avec les dessins d'Hugo Pratt. Oui. Dans la bande dessinée a voulu rendre hommage beaucoup à Saint-Exupéry et au Petit Prince. Et depuis longtemps, il y a toujours eu des petits hommages, mais il y a eu Johann Spar qui a fait vraiment un livre chez Gallimard en 2007 qui est extraordinaire, qui est vraiment l'adaptation en fin de compte en BD du Petit Prince, donc sur un certain nombre de pages, 130 pages, donc c'est quelque chose d'assez important. Et après, d'autres auteurs comme Hugo Pratt ont rendu un hommage à travers un livre, par exemple, qui s'appelle Le Dernier Vol, où là, il raconte le dernier jour de vol de Saint-Exupéry avant qu'il disparaisse. Et il y a aussi dans l'exposition la chance, on a pu avoir les dessins de Moebius, les derniers dessins de Moebius, parce que juste avant de mourir, Moebius, ces derniers dessins qu'il a réalisés sur table graphique, c'était donc 3 pages sur le Petit Prince qu'il a fait pour un hommage au Petit Prince. Donc c'est un beau clin d'œil sur le Petit Prince. Il y a une pièce particulière, un élément qui vous a, le plus touché dans cette exposition, par exemple? Il y a 2 pièces importantes quand même. Il y a de la succession Saint-Exupéry, on a la gourmette, qui est quand même, c'est cette gourmette qui a été retrouvée fin des années 90 en mer Méditerranée, qui dit pour la première fois, on a retrouvé une trace de Saint-Exupéry qui était complètement disparue. Et donc, au milieu des années 2000, on a aussi retrouvé l'avion des années après. Donc, on sait maintenant qu'il s'est crashé au large de Toulon. Donc, on a la certitude que Saint-Exupéry est mort. Voilà. Et la deuxième pièce anecdotique qui est très intéressante, c'est donc un buste
qui est fait par Consuelo, c'est donc l'épouse de Saint-Exupéry, qui, après sa mort, a donc fait en bronze une statue qui représente le Petit Prince avec le serpent. Et donc cette statue est quand même, elle n'a jamais été montrée. C'est la première fois qu'on a la chance de voir, et c'est le musée Air France qui nous a permis de montrer cette pièce unique. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore sur le Petit Prince. Il y a notamment un parc d'attractions qui existe dans la région de Mulhouse, qui attire 140 000 visiteurs, par exemple, en 2015. Vous avez travaillé avec eux, en tout cas, eux relaient l'information de cette exposition. Tout à fait. Dans les deux cas, c'est un parc d'attractions qui est basé sur le voyage, donc qui est très intéressant, avec des montgolfières, avec des ballons, avec des grandes reproductions grand format. Et je pense que si vous allez vous promener dans la direction, je pense que c'est un parc d'attractions, on va dire, un peu plus culturel. Et je pense qu'il peut être très intéressant pour, en tout cas, la culture, d'aller faire un tour et voir ce parc. Donc il y a encore des choses à apprendre sur le Petit Prince. Toujours. Toujours. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Palavant d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Alors je le rappelle, l'exposition se déroule à l'espace Réchaud à Versailles jusqu'au 28 février. Merci à vous. Et dans cette chronique du mercredi, alors il n'est pas question d'environnement, cette semaine on s'intéresse au savoir-vivre français. Alors des ateliers existent un peu partout en France et notamment à Versailles, ville où le savoir-vivre a connu ses heures de noblesse et une codification à travers le roi Soleil. C'est Mélanie Poquet qui nous en parle. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors sous Louis XIV, on appelait ça l'étiquette. C'était un ensemble de codes de comportement qui régissaient la vie quotidienne du souverain et de la noblesse. Celle du roi Soleil était réglée comme une horloge, son lever, la messe, la chasse, le conseil, la promenade et bien d'autres. Et le monarque choisissait qui de sa cour avait l'honneur d'assister à ces moments de la journée, un moyen aussi pour lui de contrôler la cour. Alors l'étiquette, c'est donc tous ces moments qui rythmaient la vie de Louis XIV. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de royauté en France et pourtant, le savoir-vivre est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, mais les règles ont évolué bien sûr avec le temps. Louis XV, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, a développé le repas autour d'une table. Les codes de savoir-vivre se multiplient ensuite dans les salons bourgeois du XIXe siècle. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce qu'est, pour vous, le savoir-vivre. C'est une forme de politesse, d'attention à ceux qui vous entourent. Oui, c'est ça, essayer d'être agréable avec les gens auxquels on a affaire. C'est d'être à l'écoute des gens, de les regarder, de les écouter surtout. Être à l'écoute, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup. Le savoir-vivre français, c'est se comporter correctement avec tout le monde. Accepter les idées, du moins accepter les idées de chacun et, je sais pas, être correct avec tout le monde. Peut-être une certaine élégance. Bon, sinon, les détails du savoir-vivre, oui, plutôt au niveau de l'élégance, je dirais. Alors nous faisons certaines de ces règles machinalement parce qu'on les apprend dès notre plus tendre enfance. Le savoir-vivre passe déjà par la manière de se présenter et de présenter. Écoutez France 2R, elle anime des ateliers du savoir-vivre à Versailles. Le savoir-vivre repose sur, c'est ce que j'apprends, sur 3 critères essentiels. Avoir une bonne présentation et avoir un bon comportement physique, si vous voulez, savoir bien se tenir. Et l'expression verbale est importante également, de savoir bien s'exprimer, sans des ouais, des vachement bien, des... Alors, on a eu quelques conseils, on vient d'entendre ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, à ne pas dire, Mélanie? C'est un peu plus subtil que ça. Pour vous proposer un exemple, j'aimerais d'abord vous poser une question. Florane, faites-vous partie de ceux qui disent enchanté quand vous rencontrez de nouvelles personnes? Non, alors je ne le dis pas, mais si vous me posez la question, je pense que justement, ça ne doit pas être la bonne réponse. Vous faites bien, parce que c'est la bonne réponse, et je vous laisse écouter la raison expliquée par France 2R. Enchanté, c'est très gentil de le dire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, de plus raffiné. On dit je suis ravie de vous connaître, enchantée de vous connaître. Mais enchanté tout court, c'est un petit peu commun. Alors on vient de parler de la présentation, mais les règles de savoir-vivre s'appliquent aussi à d'autres sujets, comme par exemple la tenue vestimentaire, l'art de la conversation et justement l'art de la table. Mélanie, vous avez notamment revu les notions de l'art de la table. Revu, et j'en ai appris certaines, parce que sur les images là qui vont être diffusées, on me voit faire notamment plusieurs erreurs. Je place la fourchette à droite avec le couteau. La fourchette Florane, elle, se place à gauche de l'assiette. Et à la mode française qui nous différencie des Anglais, les dents sont tournées vers la nappe. Autre information, le tranchant du couteau est lui dirigé vers l'assiette. Et pour les couverts du dessert, c'est à nouveau France 2R qui nous explique.
la cuillère, voilà, là, ils sont gravés sur le dos là. Donc à droite, parce qu'on va imaginer ensuite que les couverts vont redescendre là. Donc la fourchette est comme ça tournée. Et le couteau est également dans ce sens-là. Pour finir de dresser la table, vous rajoutez les verres à eau et à vin, vous décorez votre table à votre goût et il ne vous reste plus qu'à inviter vos amis à s'installer avec vous. Mais le savoir-vivre à la française autour d'une table, Florane, c'est surtout de partager un bon repas. Merci Mélanie. Et maintenant, c'est à moi de vous poser une petite question, une petite colle pour savoir si vous avez bien suivi vos cours de savoir-vivre. Est-ce que souhaiter un bon appétit fait partie des règles de savoir-vivre? Alors non, ça ne se fait pas, surtout quand on est reçu chez quelqu'un. Ça serait en quelque sorte juger son repas avant même d'y avoir goûté. Eh bien, c'est une des raisons, mais pas la seule, Mélanie. Je vois que vous avez bien suivi. Alors, pourquoi on ne souhaite pas bon appétit? La raison est simple. Un repas, c'est un art de la table. Il est partagé entre gens de bonne compagnie. Et donc, c'est bien plus qu'un simple besoin vital. Alors, souhaiter bon appétit reviendrait à souhaiter une bonne digestion. Il faut plutôt, par exemple, souhaiter un excellent dîner ou un très bon déjeuner. Voilà, maintenant, vous savez tout sur les bonnes manières, le savoir-vivre. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour une nouvelle édition de Kiosque. Je vous retrouve demain pour le 7-8, le journal en direct, et vous souhaite une très bonne soirée.